Actuellement, le Niger affronte au moins 3 défis. Il y a le défi démographique, parce que nous avons une croissance démographique qui est très forte. Il y a en moyenne 7 enfants par femme ici au Niger, donc ça augmente rapidement l'effet de la population. Après, nous avons la pression sur les ressources naturelles qui s'accroît, parce que les ressources sont les mêmes alors que nous sommes de plus en plus nombreux. Combiné à cela, les effets des changements climatiques, nous faisons de plus en plus face à des phénomènes extrêmes. Et donc, on n'arrive plus à prévoir correctement ce que nous devons faire. L'origine de la coopération émane donc de l'état de pauvreté de la commune. Entre autres, nous avons donc la dégradation des sols. Il y a l'accès à l'eau potable qui était très limité. Il y a le problème de l'éducation, le problème de la santé, le problème de l'environnement. C'est pour ces raisons que le syndicat intercommunal de la vallée de l'Orge, dans l'Essonne, en région parisienne, conduit depuis 10 ans un programme de coopération avec la commune rurale de Bitinkodji au Niger. Ce programme concerne la lutte contre l'érosion, l'accès à l'eau potable et l'assainissement, l'accès à la scolarisation, l'amélioration de la sécurité alimentaire par le maraîchage et l'amélioration de la gouvernance municipale. Près de la moitié des 17 millions d'habitants du Niger n'a pas accès à l'eau potable. Voilà un puits qu'ils ont confectionné eux-mêmes. Ça sert à 700 habitants dans le village. Donc une fois par an, ils vont continuer à creuser ça. Et après, maintenant, ils ne pourront plus parce qu'ils ne trouvent pas de l'eau. Donc, ils sont obligés de parcourir des kilomètres et des kilomètres pour avoir de l'eau. À travers le projet, nous avons pu réaliser 13 points d'eau potable. Il y a 4 forages, il y a 9 puits. Ces points d'eau, vous savez que c'est une grosse demande au niveau des populations. Il y a plus de 6 000 ou 8 000 personnes qui ont l'eau potable à travers ces ouvrages-là. Sans parler aussi des effets bénéfiques sur la santé. À un certain moment, on avait tellement de malades, tellement de morts même de choléra, d'autres maladies également qu'on a enregistrées dans la commune. Et avec la première phase de la coopération, nous avons trouvé un début de solution avec la construction de la mini-adduction d'eau potable de Sagafondo. L'adduction d'eau potable donc ici au niveau de Sagafondo est composée d'un forage, d'un château et de 4 bornes fontaines. Ici, les gens sont organisés en comité. Et voilà la responsable de cette borne fontaine. Donc le seau est vendu à 5 francs et le bidon de 25 litres est vendu à 10 francs. Donc c'est la vieille là qui gère cette borne fontaine ici. Ils servent à une population donc, de 8000 habitants. Malgré les avancées du programme, les 2 tiers des habitants de Bitinkodji n'ont toujours pas l'eau potable. La situation est encore plus critique dans le domaine de l'assainissement. Au Niger, pratiquement aucun habitant des zones rurales ne dispose d'équipements sanitaires. La situation de l'assainissement dans la commune est préoccupante. Vous allez trouver des villages de 2000 habitants où on peut trouver seulement 1 à 2 latrines familiales. Les latrines publiques, il n'y en a même pas. Ici, la majorité des enfants défèquent à l'air libre, à côté de l'école, un peu partout, on les pétine. Ce qui provoque des maladies diarrhéiques et même 2 fois des maladies vraiment de choléra. En plus de cela aussi, quand l'eau des pluies vient avec le ruissellement, ça va se déverser encore dans le fleuve et c'est ça que les gens vont encore boire. Nous avons réalisé environ 3 salles latrines familiales et 6 blocs de latrines scolaires au niveau de 3 écoles. Le projet nous a construit 2 blocs de latrines, un bloc pour les enseignants, deuxième bloc pour les scolaires. Et ces 300 latrines, ça ressemble plus de 3000 personnes qui ont vu leurs conditions assainies. À cette problématique de l'accès à l'eau et à l'assainissement s'ajoutent les problèmes d'érosion et de désertification. La grande majorité de la superficie du pays est constituée de déserts et de plateaux latéritiques extrêmement érodés. En raison de la déforestation massive, les eaux de ruissellement de la saison des pluies provoquent des dégâts dramatiques pour les populations locales.
Notre principal problème, c'est la déforestation. Et cette déforestation, elle est due à la pression humaine par rapport aux besoins de bois, énergie, bois d'œuvre et de services. En matière de lutte contre l'érosion, le projet a permis de freiner le phénomène d'érosion qui dégrade les champs et qui bouche les cours d'eau. Au départ, les jardins sont entourés par des haies mortes. L'idée maintenant ici, c'est de protéger l'environnement. Donc réduire la coupe du bois avec lesquels les haies mortes sont constituées. Donc c'est pour solutionner à ça que le projet a eu l'idée de faire les plantations d'arbres au niveau du jardin donc en faisant des haies vives pour remplacer les haies mortes. Et là, ça devient définitif. Ça évite la coupe du bois parce que les haies mortes, il faut les renouveler chaque année. Et en même temps, ça revégétalise l'environnement. Et donc, à travers le projet, on a réalisé des banquettes et des mille-lunes, des tranchées qui retiennent l'eau et qui favorisent l'infiltration de l'eau dans le sol. Et donc, ça recharge la nappe. La technique consiste à réaliser un trou, des excavations et de mettre la terre qui va servir de diguette pour arrêter l'eau. La banquette est construite dans le sens des écoulements des eaux. Elle est composée de deux parties. Le corps de la banquette d'une longueur de 60 mètres et les deux ailes d'une longueur de 10 mètres chacune. Et aussi, ça aide à régénérer certains espaces dont il y a des plantes qui ont poussé à travers cette eau qui est stockée. Cette plante-là, elle sert aux animaux et aux êtres humains même. Les animaux en broutent et puis les êtres humains, eux, ils enlèvent, ils amènent au marché et eux-mêmes, ils consomment. Vous avez la régénération du sol. Donc, les animaux ont de quoi paître sur les plateaux aujourd'hui. Un des effets inattendus de ce projet, c'est la réduction des conflits agriculteurs-éleveurs. Il nous a empêché de se battre entre un collègue entre un collègue. Parce que les animaux avant, ils mettent dans les champs. Maintenant, tu peux les garder à eau sans que même ils ne gâtent pas les champs. Ils sont toujours là-bas, ils mangent de l'herbe, ils boivent de l'eau. Maintenant que la digue est réparée, il y a l'eau qui va rester éternellement jusqu'à ce que l'hivernage vienne retrouver l'ancienne eau et ça va nous faire monter le travail. Le jardinage, on en fait beaucoup et puis il y a nos animaux aussi qui s'abreuvent. Diggi o wonnani min fa leydi ndi fu hande kanko wonno no nawtoro fa ko watta himbe kemen jeenayo na himbe ujunaji kanko wonno nawtoro e diggi o. Grâce à la digue, donc toutes les populations des milliers et des milliers en profitent, surtout pendant la saison de pluie. C'est la seule voie que les gens empruntent pour aller dans les gros centres. Le Niger, avant-dernier pays le plus pauvre du monde, soumis à des périodes de sécheresse intense, n'est pas en mesure de nourrir toute sa population en augmentation constante. En plus de la régénération du milieu naturel, axe essentiel du programme, celui-ci a permis la construction de puits maraîchers afin d'améliorer la diète alimentaire et générer des revenus supplémentaires pour les populations. La première préoccupation de la population, c'est de pouvoir survivre et puis résoudre les problèmes d'alimentation. Cette année, la commune vraiment a un grand problème d'alimentation parce que la saison n'a pas répondu à nos attentes. Et vraiment, on risque d'avoir une famine dans la commune de Bitonkodji. Le changement climatique fait que les populations produisent peu. Ils ne comprennent pas jusqu'à présent qu'il fallait changer leur façon de faire. Donc les techniques nouvelles qui s'imposent, ils ne les comprennent pas. Donc c'est maintenant, avec le projet, on est en train de leur faire des changements de mentalité pour qu'ils puissent utiliser des semences, des semences sélectionnées qui peuvent résister contre la chaleur
et qui produisent rapidement, puisque la saison c'est entre 3 à 4 mois. En matière de sécurité alimentaire, dans le cadre du projet, nous avons pu réaliser 11 puits maraîchers qui bénéficient à plus de 2000 personnes. Car ces personnes pratiquent l'activité de maraîchage autour de ces puits, ce qui leur permet de vendre des produits sur le marché de Niamey et avoir des revenus leur permettant de faire face à l'insécurité alimentaire, au déficit de production. La culture maraîchère aussi, ça a empêché, donc à ce que ça a empêché vraiment à ce que les jeunes partent en exode rural. Parce que les jeunes partent dans les pays côtiers pour chercher de l'argent. Donc ils pensaient qu'il y a de l'or là-bas. Quand tu pars à l'exode, tu vas tout de suite ramasser de l'argent. Maintenant, avec la culture maraîchère, ils produisent la tomate, l'aubergine, surtout le moringa. Vous voyez, donc ça apporte beaucoup. Outre les défis de l'environnement et de la sécurité alimentaire, la scolarisation des enfants est un autre des grands défis du Niger. Mais la croissance démographique est si rapide et les moyens de l'État si faibles que les écoles existantes ne sont pas en mesure d'accueillir tous les élèves. La majorité des classes dans la commune est en paillotte. Donc la paillote, c'est quoi? C'est les feuilles de tige, c'est les feuilles de bois qu'on réunit pour pratiquement faire un hangar, permettre aux enfants d'être là-dessus pour prendre les cours. Et dans cette paillote, vous allez accueillir combien d'enfants? Nous avons accueilli 79 enfants. C'est pourquoi vous allez voir partout, il y a des paillotes. Donc l'État n'a pas les moyens suffisants pour permettre à tous les élèves, en tout cas, puisque l'État occupe tout le Niger, donc vraiment ce n'est pas possible. L'État a ces difficultés-là actuellement d'équiper toutes les classes de classes en matériaux définitifs. Nous avons profité de l'opportunité du projet pour réaliser des hangars avec des matériaux définitifs. Évidemment, comme vous voyez les classes, nous avons ici à peu près 6 classes en matériaux définitifs et nous allons faire à l'éventuel 6 autres classes en paillotte, ce qui fait au total de 12 classes au total. Pratiquement l'école avait disparu dans cette zone-là. Donc, mais avec la coopération, avec donc le renforcement des capacités des élus et des acteurs locaux, avec la sensibilisation, on a commencé donc à amener les enfants, on a commencé à faire renaître l'école dans cette zone-là. Aujourd'hui, nous sommes 1,2 milliard d'Africains. Dans quelques dizaines d'années, nous serons à 4 milliards selon les projections. Alors, avec ces défis qui se posent aujourd'hui, en termes de diminution des ressources, en termes de changement climatique, la crainte, c'est que le flux migratoire risque d'augmenter. Il n'y a pas de travail en ce moment. Ils ont été à Ghana, pas eux seulement, toute la population qui sont près des ressortissants de Tieleda, qui ont un même âge que ces deux enfants-là. Ils sont certains jusqu'à présent. Concernant cette croissance aujourd'hui, les conséquences, c'est la jeunesse. Aujourd'hui, qui est abandonnée à elle-même. Et c'est lamentable. Si cette jeunesse aujourd'hui constitue le levier du développement de la commune, je dis qu'il n'y aura pas de développement. D'où la nécessité de réfléchir aujourd'hui à développer des solutions locales pour faire face aux phénomènes sur nos territoires. Et pour cela, nous aurons certainement besoin de la contribution de nos partenaires qui peuvent en avoir les moyens.